Très bien, je pense que Bertrand Meheux va pouvoir reprendre la question du sens et de la crise de civilisation. Bien, merci d'être venu. Je remercie l'Université de Lausanne et Sylvia Mancini pour cette invitation. qui me donne l'occasion d'expliquer ce que j'ai essayé de dire dans mes deux derniers bouquins. Alors, comme le titre de mon exposé est un peu elliptique, je crois que j'ai intitulé ça La dérive productiviste éclairée par le mythe de Dédale, c'est ça. Je vais essayer de replacer ça dans le contexte de ma démarche et puis de l'horizon de ce colloque. Excusez-moi, on n'entend vraiment pas très bien, c'est peut-être des problèmes d'audition. Mais... Moi particulièrement ou... Faut que je parle plus fort. Voilà, moi, je sais faire, hein, excusez-moi, bon. Donc, en fait, moi, je n'ai pas du tout cherché à me placer par rapport à Marx. Bon, bien sûr, je savais qu'il ne faut pas confondre Marx et le marxisme. J'ai lu Castoriadis, Michel Henry, etc. Mais je croyais, comme mon voisin, qu'il avait fait plus ou moins l'impasse sur la question écologique. Et donc, comme ma connaissance de Marx était assez moyenne, je ne me suis pas aventuré là-dedans et j'ai développé un raisonnement depuis une toute autre perspective. Ça va, vous m'entendez comme ça? Et donc, ce qui m'amène à très rapidement résumer mon parcours, parce que c'est assez atypique, mais c'est intéressant par rapport à la question qu'on traite. Donc, en fait, à l'origine, je m'intéresse à la politique, on pourrait dire comme beaucoup de gens. Ce qui m'a toujours intéressé surtout, c'est l'écologie, et cela depuis les débuts, depuis Fournier, la gueule verte, donc l'écologie post-68 Arde. Ça m'a toujours paru quelque chose de fondamental. Il me semblait y avoir un hiatus complet entre l'écologie et le marxisme tel qu'on le comprenait à l'époque. Alors ce qui m'a amené à m'intéresser à cette question, c'est tout à fait autre chose. Je viens d'une autre perspective. Si je suis quelque chose, je suis un historien des sciences psychiques, du mesmérisme, la parapsychologie, de la métapsychique, ce courant de pensée, dont on pense habituellement qu'il est complètement et radicalement incompatible avec les questions qui nous intéressent. Au point qu'à chaque fois que je fais un exposé et que je m'intéresse à ces questions dans un milieu, disons, écologique ou politique, on me dit « Mais comment vous, qui vous intéressez à la parapsychologie, pouvez-vous vous intéresser à ces questions, puisqu'on est censé être antagoniste ?» Alors je réponds invariablement, ce que je suis aujourd'hui, je m'y intéresse parce que c'est précisément parce que je m'intéresse à la parapsychologie que je m'intéresse à cette question, que j'en suis venu à m'intéresser à cette question. Alors moi, il y a eu deux déclencheurs, il y a eu Sarkozy évidemment, l'éruption d'une nouvelle droite absolument abominable qui utilise des méthodes de conditionnement de propagande inédites, qui ont déclenché chez moi une sorte de haine, je dois dire, et la haine, ça peut être très, très mobilisateur. Puis il y a eu aussi le fait que j'ai terminé ma carrière de prof de philo à Mayotte et que là, j'ai été jeté dans la misère du monde, on peut dire, et là j'ai vu ce que c'était, et aussi j'ai vu ce que c'était qu'une île qui est en train de saturer, qui va vers la saturation. Et je me suis dit finalement, la Terre, c'est quelque chose comme ça en plus grand. Donc en fait, je suis parti de la parapsychologie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étudié essentiellement le conflit et des conflits d'idées. Je me suis intéressé aux conflits épistémologiques avant de m'intéresser aux conflits sociaux. Je suis parti du conflit qui a opposé pendant tout le 19e siècle les académies, médecine, l'Académie des sciences, les corps savants en général, aux mesméristes, c'est-à-dire un courant de pratiques productrices de faits absolument inédits qui semblait remettre fondamentalement en cause la rationalité occidentale. Voilà, c'est ça qui m'a intéressé. Et ce que j'ai observé, si vous voulez, c'est le système de régulation qui fait qu'à un moment donné, le mesmérisme a été absorbé par la rationalité qui l'avait d'abord combattu. Alors très rapidement, les académies de sciences, des sciences et de médecine ont créé un rempart de commissions officielles qui ont noyé le poisson, un peu comme en ce moment le rapport Seralini est noyé et se perd dans les sables. Tout ça est dans mon modèle de lecture parfaitement prédit. Je pouvais vous décrire à l'avance ce qu'allait arriver à Seralini. Là-dessus, j'en connais un rayon. Et donc, le mesmérisme comme corps extérieur, si vous voulez, le mesmérisme, c'est un ensemble de pratiques qui
produisent des phénomènes, ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypnose, qui sont déjà assez difficilement assimilables par la psychologie, et à l'intérieur de ces phénomènes, d'autres phénomènes beaucoup plus inassimilables, que les magnétiseurs appellent la lucidité magnétique, c'est-à-dire l'ensemble des phénomènes de connaissances paranormales, pour aller vite. Et ça, c'était complètement incompatible avec la société de l'époque. Alors ça a été éjecté par une série de commissions, et puis en 1842, l'Académie de médecine a décidé qu'elle refuserait dorénavant toute espèce de rapport sur le magnétisme. Elle l'a interdit. Le magnétisme a continué de se développer au sein de la société parce que c'était un courant très profond en réalité. Et à un moment donné, il y a un médecin le plus célèbre de l'époque qui en a tiré parti, c'était Charcot. Et Charcot a décidé de passer outre à l'interdit académique pour récupérer le mesmérisme. Cela à partir de 1878. Alors bien entendu, ça n'est pas le mesmérisme des magnétiseurs qu'il a récupéré, c'est une production nouvelle, c'est-à-dire que le mesmérisme a été recalibré, on a supprimé les phénomènes les plus mystérieux, en prétextant bien entendu que c'était une pure illusion, et puis on a recalibré les phénomènes, on les a redécrits, construits selon ma terminologie, pour qu'ils puissent servir à la société de l'époque, puisqu'on était à la fin du 19e siècle, en plein positivisme matérialiste. Voilà. Et donc il y a un processus à la fois de récupération, de filtrage, de recalibrage qui s'est mis en place. Et parce qu'il n'y avait pas le choix, si certains de ces phénomènes sont réels, et je pense qu'ils le sont, ça mettait en jeu des choses très profondes quant au mécanisme de la rationalité. Alors voilà, donc j'étais détenteur de cette expertise, disons, sur comment une société atteinte, menacée dans ses fondements par une intrusion, externe ou interne, en l'occurrence interne, comment s'y prend-elle pour digérer, métaboliser cette intrusion. Or, j'en arrive au Grenelle de l'environnement. Quand le Grenelle s'est développé, j'ai reconnu instantanément tous les mécanismes auxquels j'étais très habitué. J'ai étudié ça pendant presque 20 ans. Et je me suis dit, ça c'est incroyable. Et donc j'ai eu l'intuition qu'il existe un système de régulation interne aux sociétés par lesquelles elles régulent les intrusions, les invasions dangereuses pour elles. Et donc je me suis amusé, à l'origine c'était des lettres, des mails que j'envoyais à un copain, à prédire ce que le Grenelle allait produire. Et puis la chose m'a échappé, et c'est devenu un bouquin, que je n'avais pas l'intention de faire à l'origine, que j'ai terminé à Mayotte, que mon éditeur a appelé la nostalgie de l'occupation, la politique de l'oxymore. Alors, je vais donc maintenant essayer de résumer les thèses que je développe dans ce bouquin. Alors, l'idée mère, l'intuition de départ, une société, possédant une vision du monde qui lui est propre, cherche par tous les moyens à persévérer dans son être. C'est tout simple. Bon, ça peut sonner Spinoza, j'ai pas du tout cherché à me référer à Spinoza ni à qui que ce soit, j'ai poursuivi mon raisonnement, tout simplement. Alors, à mon avis, Spinoza n'emploie pas exactement dans le même sens. Mais bon, elle cherche à pénétrer, à persévérer dans son être par tous les moyens dont elle dispose. Alors, et donc c'est précisément ce que j'avais observé quand j'ai vu comment les corps savants se sont comportés lorsqu'ils ont eu à affronter le mesmérisme au XIXe siècle. Donc une société qui est menacée comme ça, elle met en œuvre des stratégies inimaginables pour amortir le choc et pour le métaboliser. Alors il faudrait distinguer les stratégies du dominateur et les stratégies du dominé. Tout ça c'est très compliqué si on entre dans le détail, mais je pose la chose telle qu'elle. Ça c'est la première idée. Une société cherche à persévérer dans son être. Alors je précise tout de suite qu'il s'agit d'un axiome évidemment, c'est-à-dire d'un énoncé qui concentre une énorme quantité d'expériences humaines et beaucoup plus de choses qu'on ne pourra jamais en dénombrer, mais qui se révèle à l'expérience d'une grande efficacité pour analyser ce qui se passe. Donc j'insiste bien que je ne peux pas démontrer ce que j'avance, mais j'insiste également sur le fait que les adversaires, ceux qui croient au progrès infini, sont bien en peine de démontrer leur thèse. Nous sommes la partie égale. Et comme je joue avec l'axiome de Pascal, nous sommes embarqués, il faut parier,
eh bien le pari est qu'évidemment il faut parier pour l'hypothèse qui, a priori, est la plus dangereuse. Si vous allez chez le médecin avec un bouton douteux et qu'il vous dit « Ah, c'est peut-être rien du tout, mais c'est peut-être un cancer », vous lui en voudriez beaucoup de ne pas commander les analyses nécessaires. Voilà, mon raisonnement est très simple. C'est ce que mon philosophe favori, Raymond Ruyé, appelle des antiparadoxes, c'est-à-dire des évidences tellement énormes qu'on oublie de les énoncer. Alors, deuxième point, notre société, de toutes les sociétés connues de l'histoire, est la plus puissante, du moins à court terme. Sa puissance est peut-être illusoire dans la durée. Mais c'est la société la plus puissante. Elle dispose, disons, pour le moment, de moyens considérables qu'elle va investir pour protéger sa direction. Plus rien ne la limite, il n'y a plus d'ennemis extérieurs. Il n'y a plus, par exemple, aujourd'hui, le marxisme qui tempérait le libéralisme. Il n'y a plus de barrières religieuses, de régulation mythico-rituelle. Elle peut aller jusqu'au bout sur son aile. Donc, c'est très simple, selon moi, elle ira jusqu'au bout de sa lancée. Alors, je cite deux exemples qui sont maintenant, tout le monde est d'accord là-dessus. Vraiment, la mondialisation, c'est le processus par lequel tous les problèmes que soulève le capitalisme sont renvoyés dans le futur. On sature un bout de la planète, là c'est saturé ici, on va ailleurs, et puis ailleurs, et puis ailleurs, puis ailleurs, jusqu'au moment où tout sera saturé, évidemment. Mais ça laisse du temps devant soi, puis du temps pour saccager, évidemment, les écosystèmes. Et puis l'autre point qui est très important à mon avis, c'est que tout le savoir des sciences humaines, aujourd'hui, est réinvesti dans des technologies d'influence. C'est devenu une des industries de notre société, une des plus grandes industries. Autrefois, les sciences humaines, du moins par exemple l'anthropologie du 19e, était au service du colonialisme. Malgré qu'ils en aient, les anthropologues ont servi la soupe du colonialisme. Et aujourd'hui, je pense qu'une partie des sciences humaines sont réinvesties dans cette entreprise et servent au système de contrôle des esprits. Donc tout ça crée une situation absolument inédite, dont il n'y a pas cette nouvelle propagande démocratique, entre guillemets, est absolument inédite. Alors, il en découlera donc que le système ira jusqu'à son terme, jusqu'à un point de saturation proprement indicible, une sorte de point limite vers lequel on tend, qui constituera pour l'humanité, il faut le dire sans se cacher, une sorte de descente aux enfers. Alors, c'est ce que le raisonnement amène à conclure. C'est-à-dire, une fois que, si vous voulez, un incendie a dépassé un certain stade, les pompiers n'ont plus qu'à attendre que ça se termine. On a déclenché quelque chose qui est devenu une sorte d'avalanche. Voilà. Alors, je vais jouer ici un concept d'un philosophe qui s'appelle Gilbert Simondon, qui est peu connu, qui a écrit un livre qui s'appelle, enfin entre autres, c'était un spécialiste de la technique, hein, l'individuation psychique et collective, dans lequel il essaie de décrire les dynamiques sociales. Et il montre comment un ordre quelconque, biologique, psychique, psychosocial, va jusqu'au bout de lui-même pour arriver à un point de saturation. Et c'est quand il est arrivé à ce point de saturation qu'alors il fait un bond par-dessus lui-même et se renouvelle, se restructure brutalement. L'exemple qu'il prend, un des exemples qu'il aime prendre, c'est celui de l'Ancien Régime en France, qui est arrivé jusqu'à la saturation et qu'une étincelle suffit à enflammer. La différence, c'est que là, on est dans un monde ouvert, hein, tandis que là, nous sommes dans un monde fermé, la planète est un monde fermé, qui va aller vers sa saturation. Bon, personnellement, je trouve cette idée à la fois angoissante et... Enfin, c'est terrible, c'est une idée angoissante. Donc j'ai essayé d'explorer tant bien que mal. Alors, pourquoi j'ai parlé de politique de l'oxymore? Le titre n'est pas de moi, c'est de l'éditeur, mais dans un petit chapitre, je parle effectivement de ça. Ben, étant donné que nous sommes dans un système qui va vers sa perte parce qu'il est dans une contradiction fondamentale, hein, la seule solution est d'essayer de résoudre dans l'imaginaire ou dans les mots ce qui ne peut plus être dans la réalité. Par exemple, le développement durable. C'est l'oxymore mère, le développement ne peut pas être durable. Alors, effectivement, si vous observez un peu la société, vous verrez que les oxymores se sont multipliés.
Un des plus amusants, c'est celui de Christine Lagarde, notre ex-ministre des Finances, qui parlait de la relance pour synthétiser la rigueur et la relance. C'est une sorte de monstre improbable né des amours impossibles de la rigueur et de la relance. Bon. Alors, donc, voilà le schéma général. Alors, je rappelle, hein, il s'agit d'un axiome, mais les partisans du progrès infini, comme je le disais, ne peuvent pas davantage démontrer ce qu'ils avancent. Et comme nous sommes tenus de choisir, et que l'élément, à supposer que les arguments soient indécidables, vous suivez, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas plus d'arguments pour la saturation ou pour le progrès infini, nous devrions choisir pour la saturation pour les raisons que j'ai dites. C'est-à-dire il s'agit du destin de l'humanité, on ne joue pas au poker avec le destin de l'humanité. Mais en réalité, l'évidence empirique fait que l'axiome de la saturation me semble très très bien fondé. Très très bien fondé. Donc je pense qu'on est tenu de choisir pour celui-là. Alors, j'en arrive maintenant à la question du mythe de Dédale. L'argument central des tenants du productivisme, c'est que la technologie parviendra toujours à réparer les dégâts qu'elle a engendrés. C'est-à-dire, une technologie A cause un problème, ensuite surgit une technologie B qui amène une solution à ce problème. Mais en amenant une solution à ce problème, elle cause un nouveau problème. Alors surgit une technologie C qui, et ainsi de suite à l'infini. Il y a des gens qui pensent que ce mécanisme peut fonctionner. Pour un exemple très simple, vous prenez les abeilles. Elles sont en train d'être détruites pour tout un tas de raisons. C'est plurifactoriel, apparemment. C'est pas seulement les pesticides. C'est très grave la question, vous savez évidemment que c'est très grave la question des abeilles. Elles meurent sur toute la planète. Alors, il y a des gens qui commencent à imaginer, bien entendu, des systèmes de pollinisation artificielle. C'est sans doute réalisable de façon locale pour des plantes bien spécifiques, mais évidemment, ça va entraîner une perte de la biodiversité catastrophique, et ainsi de suite à l'infini. Donc, une fois que le système est lancé, il va vers sa perte. Alors cette conception, pour moi, c'est vraiment le cœur de l'illusion productiviste. C'est ce que j'appelle l'illusion de la correction infinie. L'idée qu'on peut toujours remédier par une technique aux dégâts d'une technique. Alors, mon axiome philosophique, que je tiens de Raymond Ruyé, un philosophe qui est peu connu, mais qui est un des plus profonds philosophes du XXe siècle en France, qui s'est fait connaître pour un livre qui était d'ailleurs une semi-plaisanterie, qui s'est appelé la gnose de Princeton, vous avez peut-être entendu parler de ça, mais en fait c'est un philosophe très profond de la biologie. Il est mort il y a une vingtaine d'années. Et donc là l'axiome est le suivant, hein, c'est que l'intelligence humaine n'est qu'un extrait simplifié de la mystérieuse intelligence de la nature, et que par définition, elle ne peut pas maîtriser et supplanter la source d'où elle procède. Est-ce que je me fais bien comprendre? Et donc, je vous cite une phrase de Ruyé qui est tout à fait typique. Il parle de ce problème. Hein. C'est une grande naïveté, dit-il, que de passer à la limite et de croire à une sorte d'absolu de la technique et de l'autonomie humaine. Dieu n'étant alors qu'une sorte d'illusion provisoire, un nom donné à la terra incognita, en entendant la réussite totale de la technique et de la connaissance. C'est même une grande absurdité, car notre domaine d'action et de connaissance claire ne peut que faire tache d'huile dans un univers qui nous enveloppe, à partir du point où nous trouvons, sans nous être choisis. Et surtout, l'invention de cette technique dérive de la source même dont elle semble réduire le domaine, comme si, pour continuer la métaphore, c'était Dieu lui-même qui donnait aux êtres des armes contre lui. Donc c'est tiré de Dieu des religions, Dieu de la science, 1970. Donc vous voyez, cette idée que l'homme peut maîtriser la nature au point de contrôler absolument les nuisances de la technique, c'est une idée qui pour moi est impossible à défendre. Alors, d'autre part, il faut insister sur ce point. Là, je me réfère à Dupuis, un des
analystes de la... Je crois que c'est l'écologie et le sacré, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est ça. Des analyses absolument remarquables dans ce livre. Et il montre qu'une des caractéristiques fondamentales des nouvelles technosciences, c'est plus du tout la science telle qu'on l'enseigne aux élèves de terminale, c'est qu'elles explorent le monde par les perturbations qu'elles y apportent. Et ayant découvert ces perturbations, elles apprennent sur le monde, des choses qu'on ne pouvait pas imaginer autrement. Alors, supposons par exemple qu'on arrive à cloner des êtres humains, ce qui semble techniquement faisable, eh bien on aura sur les bras les problèmes des êtres clonés. Ce sont certainement des problèmes psychologiques assez nouveaux. Mais on ne peut pas savoir quels sont les problèmes des êtres clonés tant qu'on n'aura pas cloné d'êtres, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ce mécanisme-là. Hein. Alors, chaque perturbation déclenche puisque la science crée des perturbations dans le monde, chaque perturbation déclenche chaque exploration déclenche de nouvelles perturbations, etc., et à l'infini. Et au bout d'un moment, l'ensemble des perturbations croît plus vite que le contrôle. Et l'écart s'écarte entre ce que l'on peut contrôler et les perturbations qu'on a déclenchées. Et il s'écarte irrémédiablement. Du moins dans mon raisonnement. Je peux en discuter. Alors nous voici arrivés au mythe de Dédale, puisqu'il ne me reste plus que quelques minutes. Alors on cite souvent le mythe de Prométhée comme emblème de l'Occident technicien, de son arrogance, etc., de l'hubris. Mais à mon avis, le mythe vraiment fondamental de l'Occident, pour caractériser la situation actuelle, c'est celui de Dédale ou d'Icare, si vous voulez. Mais Dédale, c'est avant. Hein. Alors je vous le résume, pour aller vite, je vous lis le passage, j'en ai parlé dans mon dernier bouquin. Dédale est par excellence la figure de l'inventeur dont les créations provoquent en cascade des problèmes imprévisibles et incontrôlables. À la demande de Pasiphae, l'épouse du roi Minos, pour lequel il travaille, il crée un dispositif destiné à leurrer la divinité. La reine voulait en effet un simulacre de vache dans lequel elle pourrait se glisser, l'épouse donc du roi, pour pouvoir s'accoupler avec un taureau blanc, un taureau magique, envoyé par Poséidon. Donc l'inventeur crée le leurre, il fonctionne, et l'accouplement peut avoir lieu. Mais Pasiphae accouche d'un être monstrueux, mi-homme, mi-taureau, le Minotaure. Ensuite, les événements s'enchaînent implacablement. Minos demande à Dédale de créer un labyrinthe pour y parquer la monstrueuse créature. À la suite de diverses péripéties, Dédale et son fils Icare sont à leur tour enfermés dans le labyrinthe par Minos. Mais Icare a perdu le fil magique qu'il avait donné à Ariane, et il ne sait plus sortir du labyrinthe qu'il a lui-même créé. Alors, il fabrique des ailes pour son fils Icare, et on connaît la fin de l'aventure. Donc, vous voyez, c'est typique, une innovation en amène une autre, puis une autre, puis une autre, et le truc s'emballe jusqu'à la catastrophe finale. Alors, quel est l'intérêt de ressortir ce vieux mythe pour analyser ce qui se passe? Alors, il y en a deux. Il y en a d'abord un qui relève plus de ce que j'allais dire, ma vraie spécialité, enfin de mes préoccupations, d'avant je m'occupe de ça. C'est la mystérieuse capacité presque divinatoire que semble posséder le mythe pour analyser, informer et anticiper l'expérience. Alors là, ça, on peut en discuter, c'est très étonnant quand on y réfléchit. Hein. Car il semble montrer des développements qui, par définition, dépassaient la conscience de ceux qui l'ont inventé. Il semble capable de développements comme ça. Et donc, bon, mais ça sort en partie de notre sujet. Et l'autre intérêt, qui nous questionne de manière plus pressante, c'est que ce mythe montre que l'emballement de la technique, hein, la pente biocidaire, en quelque sorte, de la technique, est bien antérieur au capitalisme. On ne va quand même pas dire que le capitalisme était commencé à l'époque de la Grèce archaïque. Donc, voilà. Donc, en réalité, nous nous trouvons devant un dilemme que Dominique Bourg a analysé dans ces termes. Je cite, « Quelle part de l'héritage antérieur, les valeurs humaines, les institutions, la science, pourra alors apparaître comme totalement étrangère à la catastrophe. L'idée même d'un Dieu y résisterait difficilement. Autrement dit,
Par exemple, dans le mythe de Dédale, la responsabilité remonte toujours plus haut dans la sphère divine. Et là, où commence ce processus? On ne va pas uniquement le faire commencer à l'époque du capitalisme. Alors, pour ma part, j'aurais tendance à conclure que le capitalisme moderne est la dernière phase d'un processus qui est en germe depuis des millénaires. C'est-à-dire qu'après avoir affronté le mur du capitalisme, il faudra encore affronter peut-être le mur de l'hubris. Est-ce que ça peut se dissocier? Voilà, je termine là-dessus.